J'espère que vous allez bien. Alors, pour un rappel de la transformation du mouvement, qui est bien sûr un système de transmission qui permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation, ou bien le contraire, c'est-à-dire un mouvement de rotation ou un mouvement de translation. Alors, on va ici s'intéresser surtout aux systèmes les plus utilisés on- dans la fonction transmettre, c'est le système Vici-Crew et le système pignon-crémaillère. Alors pour la polycourroie, la même chose aussi, et les pignons chaîne. Alors, donc comme actigramme global qui permet de traduire la fonctionnalité du système de transformation de mouvement, donc comme entrée, on va voir un mouvement de rotation ou un mouvement de translation. Bien sûr, sachant qu'on va connaître bien sûr les entrées, c'est-à-dire le couple et la fréquence de rotation, ou bien dans le cas de la translation, la force et la vitesse. Et bien sûr, à l'intérieur de l'actigramme, on trouve la fonction globale qui permet tout simplement de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation ou le contraire. Et comme sortie, on a une énergie de sortie qui peut être une énergie mécanique de translation ou une énergie mécanique de rotation. Alors, ici, comme exemple qu'on a ici, donc c'est un compresseur. Alors, un compresseur qui est composé d'un moteur électrique et composé aussi d'un réducteur à engrenage, comme vous voyez ici, les engrenages cylindriques d'onture de Watt. Et ici, vous avez la transformation de mouvement grâce au système bielle-manivelle. C'est juste un exemple qu'on veut illustrer, hein, qui est très utilisé, d'accord, et qu'on ne va pas le traiter dans la suite de nos cours, puisqu'il ne figure pas dans le cadre de référence. On va s'intéresser surtout aux éléments qu'on va avoir au sujet de baccalauréat. Bien. Alors, les systèmes Vici-Crew. Alors, les systèmes Vici-Crew, vous savez que ce sont des systèmes de transformation de mouvement hein, linéaires. C'est un mouvement linéaire qu'on va le convertir en un mouvement de rotation, donc continu, OK, ou bien le contraire, c'est-à-dire à partir d'un mouvement de translation, on peut avoir un mouvement de rotation. Et bien sûr, ce cas-là, elle est très peu utilisé. C'est ce qu'on appelle aussi la réversibilité. Bien, alors comme représentation sous forme d'une photo qu'on voit ici, ça c'est un écrou. Et la vis, c'est la vis qui contient bien sûr le filetage. Et l'écrou, on dit qu'il contient le taraudage. Et bien sûr, soit une rotation de l'écrou ou une rotation de la vis, on va avoir une translation. Alors ici, en dessin 3D, comme vous voyez, S1, donc c'est l'écrou, hein, il représente l'écrou puisqu'il y a un taraudage à l'intérieur, et l'élément S2 représente la vis, d'accord? Et bien sûr, le mouvement qu'on va voir, c'est un mouvement, on dit que c'est un mouvement dépendant, c'est un mouvement hélicoïdal, qui est bien sûr la rotation et la translation. Alors, comme schéma cinématique 3D, on peut avoir un schéma cinématique comme ceci. Donc, S2, c'est la vis, elle représente la vis, et S1, elle représente l'écrou. D'accord? À partir du mouvement hélicoïdal, on peut avoir un déplacement de S1 ou de S2. Ça dépend de la situation qu'on va illustrer ultérieurement. Alors, ici, dans le schéma cinématique, vous voyez, donc c'est le schéma le plus utilisé. Donc, vous avez la vis qui est représentée par S2 et l'écrou qui est représenté par S1. Donc, ça, c'est une vue de face. Et une fois je le vois de ce côté-là, on va voir cette vue-là. D'accord? Ça, c'est la vue de gauche, hein, qui représente aussi l'écrou, le noir, et le rouge, c'est la vis. C'est le schéma de D qu'on peut trouver sur les schémas cinématiques et parfois on est amené à les représenter sur des schémas cinématiques. Bien, alors donc on va voir ici les différents types de cas possibles. D'ailleurs ici le système VisiCrew, la fonction globale, c'est il permet de transformer un mouvement circulaire continu. Le mouvement souvent il est issu d'un moteur électrique qui va entraîner la vis ou l'écrou, d'accord?
et bien sûr, il va le transformer en un mouvement rectiligne continu. D'accord? Donc, rectiligne continu, le système, on dit réversible, bien sûr, sous des conditions qu'on va les voir ultérieurement et qui va illustrer donc quand est-ce qu'on va avoir la réversibilité d'un tel système. Alors, les cas possibles. Donc, ici, on a quatre cas possibles. Alors, les cas possibles, bien sûr, ils dépendent de qui est la vis qui va tourner ou l'écrou qui va tourner et aussi qui va translater est-ce que c'est la vis ou c'est l'écrou. Donc, par exemple, ici, dans le cas A, donc vous voyez ici sur le schéma cinématique, on a ici la partie rouge. La partie rouge, comme vous voyez, elle représente la vis. C'est ce qu'on a vu sur le schéma cinématique. Et bien sûr, la partie bleue, c'est l'écrou. D'accord? Donc, on va mettre ici la vis et l'écrou. Donc, ça, c'est un premier cas. Ici, on voit que la vis, il tourne, d'accord? Et il ne se déplace pas, bien sûr. C'est l'écrou qui va se déplacer ici. C'est l'écrou qui va translater ici grâce à la liaison glissière. Alors, le cas numéro donc B, le cas B qu'on voyez ici, le 1, alors il faut suivre bien sûr la couleur rouge. Il est lié à quoi? Donc ça, c'est la source du mouvement du moteur, mais il est lié à quoi? Il n'est pas lié à la vis, il est lié cette fois-ci à l'écrou. D'accord? Donc cette fois-ci, l'écrou, il est en rouge et la vis, il est en bleu. D'accord? Donc vous voyez ici que c'est l'écrou qui va tourner et bien sûr, il est fixe et il va entraîner la vis qui va translater hein, dans ce sens-là, suivant donc là, c'est la liaison glissière. Donc un, ça sera un écrou et deux, ça sera la vis. On passe à l'état, le cas C, ou bien la solution constructive C. Donc cette fois-ci, remarquez que le rouge, l'élément rouge, c'est la vis, donc il est clair ici, et l'élément noir, c'est l'écrou. Alors pourquoi on l'a mis en noir? Tout simplement parce qu'il est fixe, comme vous voyez, il est fixe. Et bien sûr, ici, la vis n'est pas fixe, il peut translater. Donc, on peut dire que 1, c'est la vis et 2, c'est l'écrou. La partie D, alors la partie D, comme vous voyez le rouge maintenant, cette fois-ci, il est lié à l'écrou. Ok. Et la partie bleue, le noir plutôt, il est lié à la vis. Et cette fois-ci, la vis, elle est fixe. Et bien sûr, l'écrou, il va tourner et en même temps, il va translater. Donc, 1, ça sera un écrou. 2, ça sera la vis. Bien, alors, donc on veut voir maintenant les possibilités, c'est-à-dire comment ils vont fonctionner. Alors, la partie A, on va dire que 1, donc la vis, qu'est-ce qu'il va faire ici, la vis? Est-ce qu'il va translater? Alors là, la vis, il ne peut pas translater, il peut que tourner. Donc la vis, il tourne. Alors, qui c'est qui va translater? Bien sûr, ici, c'est l'écrou qui va translater. Alors, une fois la vis, il tourne, donc automatiquement ici, l'écrou ne tourne pas. Et la même chose ici, la vis. Alors, le cas B, donc le cas B, vous voyez que c'est l'écrou qui va tourner et bien sûr, la vis va translater. Donc, l'écrou va tourner et la vis va translater. Et bien sûr, le cas contraire, donc c'est clair. Alors, dans le C, hein, la solution C, ou bien le cas C, vous voyez que la vis, il va tourner et en même temps, il va translater, hein, parce que l'écrou ici, il est fixe. Donc la vis, il va tourner et il va translater. Et l'écrou, bien sûr, l'écrou, il ne peut pas tourner et l'écrou ne peut pas translater. Bien, le cas D qu'on voyez ici, donc l'écrou, tourne et il translate, mais la vis, il reste fixe. Vous voyez, il reste fixe. Ok, donc ça sera comme ceci. Très bien. Bien. Donc, ce sont des cas possibles qu'on peut trouver hein, dans différentes situations d'un mécanisme. Alors maintenant, on va voir les caractéristiques cinématiques qu'il faut retenir, bien sûr, par cœur. Alors, donc, deux cas peuvent être utilisé, donc soit une vis à un filet, donc là c'est le cas usuel, le plus utilisé, un seul filet, ou bien le cas d'un vis à plusieurs filets. Hein. En l'occurrence ici, on a deux filets, mais on peut avoir trois filets, quatre filets, d'accord? Ça dépend de l'utilisation.
Alors, bien, le pas, c'est toujours la distance entre deux sommets. Donc ça, c'est le pas réel. Et bien sûr, alors, le pas apparent, c'est entre deux filets, mais le pas réel ici, bien sûr, ça dépend du nombre de filets. Ici, vous avez deux filets, donc on peut avoir deux fois le pas apparent. Et en général, on peut avoir le pas, en général, le pas réel, c'est le pas apparent, c'est-à-dire le pas d'un filet, hein, fois le nombre de filets qui va nous donner, bien sûr, le déplacement réel. Bien. Alors, en général, un tour de la vis qui va nous donner 2 pi, il va avoir un déplacement de un pas de la vis ou bien de l'écrou, ça dépend de la situation qu'on va avoir. Ça d'une part. Et d'autre part aussi, on peut dire en général, pour généraliser ici, on peut dire que la course, c'est le nombre de tours, combien la vis il va tourner. S'il tourne un seul tour, il va avoir un seul pas. Deux tours, deux pas, trois tours, etc. Donc ça, c'est le nombre de pas, c'est la course, d'accord? Ou bien le déplacement de la vis ou de l'écrou. Alors, le cas de la réversibilité, on a dit qu'on peut avoir la vis qui tourne et l'écrou se déplace, ou le contraire, c'est-à-dire l'écrou se déplace et la vis. Dans ce cas-là, pour avoir une réversibilité, il faut assurer géométriquement cette condition-là. Alpha, bien sûr, c'est l'angle entre la section droite et l'inclinaison du filet. Et phi, bien sûr, c'est l'angle du frottement. L'angle du frottement, phi, c'est l'angle du frottement. Phi, et bien sûr, la tangente phi, il va être considéré comme le coefficient de frottement ou bien le frottement que vous avez déjà utilisé. Bien, alors maintenant, on va parler de la vitesse. Alors la vitesse, ici, si je veux calculer la vitesse de déplacement, c'est tout simplement la course divisée par le temps, hein, divisé par la durée. Et bien sûr, le nombre de tours divisé par le temps, ça va nous donner la fréquence de rotation en tours par minute. Et bien sûr, ce qui va nous donner la vitesse égale à la fréquence de rotation n en tours par minute multiplié par le pas réel. Le pas réel. Attention ici, le pas réel, si on a deux filets, ça veut dire deux fois le pas apparent, ou bien trois fois, etc. On va voir ça sous forme d'exercice dans le suivant. Ok? Donc aussi un déplacement, c'est le pas, d'accord, sur de pi fois θ, c'est-à-dire quand on a une fraction de rotation hein, si on a 2 pi, c'est θ égale à 2 pi, c'est θ égale à 2 pi, automatiquement le déplacement c'est un le pas. On va revenir à cette condition-là. Bien, alors la vitesse, donc toujours on divise par le temps. Si on divise par le temps, θ, on la divise par le temps, ça va donner la vitesse angulaire oméga, donc P sur oméga. Et le rendement, c'est la force fois la vitesse, hein, c'est-à-dire le déplacement divisé par la rotation, hein, la puissance absorbée. Donc c'est la rotation en entrée. On a une entrée, une rotation souvent, et on a en sortie un déplacement, ce qui va nous donner le rendement. Bien, alors maintenant on va voir un autre type de système de transformation de mouvement qui est le pignon crémaillère. Alors le pignon crémaillère, c'est un système réversible, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir la rotation de la crémaillère, plutôt la translation de la crémaillère, et on aura la rotation du pignon, ou bien le contraire, c'est-à-dire on peut avoir la rotation du pignon et le déplacement de la crémaillère, ou bien dans le cas où la crémaillère elle est fixe, on peut avoir la rotation du pignon et la translation du pignon, et c'est ce qu'on appelle le mouvement épicycloïdal, comme une roue qui roule sur la route, il va entraîner un déplacement ou bien un mouvement épicycloïdal. Alors, en ce qui concerne le dessin d'ensemble, vous avez ici le pignon et la crémaillère. Ça, c'est la vue de dessus. Et là, c'est la vue en coupe AA. D'accord? Donc, c'est la coupe AA. Vous avez ici le pignon et là, vous avez la crémaillère représentée par l'élément 2. En schéma cinématique, souvent, on représente la crémaillère en débutant les dents de la crémaillère pour montrer que c'est une crémaillère. Et le pignon, c'est tout simplement un cercle hein, qui va nous donner ici, dans notre vue, c'est le schéma cinématique d'une crémaillère et un pignon. Alors maintenant pour les cas possibles. Alors les cas possibles, on a déjà discuté de ça. Donc le cas où on a la rotation du pignon et bien sûr la translation de la crémaillère, ou bien la rotation du pignon
et la translation du pignon lui-même, si la crémaillère, cette fois-ci, il est fixe, ou bien la rotation la translation de la crémaillère et la rotation du pignon. Donc, ce sont des cas qu'on peut avoir. Alors ici, si je veux avoir un tour de pignon sur la crémaillère, si le pignon fait un tour, c'est-à-dire celui-là, il fait un tour. Un tour, c'est tout simplement la circonférence il va donc décrire la circonférence du pignon. Et la circonférence, c'est ce qu'on appelle le périmètre. Et le périmètre, c'est pi fois d. Donc il va nous donner pi fois le diamètre du pignon. Et si on va avoir une dent, donc automatiquement, c'est un arc. Un arc, il va décrire un arc de cercle. Donc ça veut dire que c'est le rayon fois θ. D'accord? Le rayon, bien sûr, du pignon fois θ, l'angle qu'on a décrit. OK? Bien, alors quelques formules à retenir, c'est que la course, bien sûr, la course, c'est le rayon du pignon fois θ, hein, d'accord? Ici, sachant que θ, bien sûr, on peut avoir un θ égal à 2π et on va revenir au périmètre, d'accord? On va revenir à un périmètre, c'est-à-dire un tour. Alors, qui va nous donner aussi, c'est le nombre de tours. Donc, si on a un tour, ça fait pi fois d, on va revenir à ça. Si on a deux tours, etc., jusqu'à n tours, ça va nous donner la course euh, de la crémaillère ou du pignon. Ça dépend, bien sûr, de celui qu'on utilise pour le déplacement. Et ça, c'est la course. Alors, si je veux calculer maintenant la vitesse, bon, il suffit de diviser par le temps, t, donc c sur t, ça va donner Rp fois oméga égale à la fréquence de rotation fois pi fois dp sur 60. Ici, on a divisé par 60. Pourquoi? Tout simplement pour prendre les unités oméga en radians par seconde. Et on peut aussi multiplier par 10 puissance 3, moins 3 au numérateur pour aussi dire que, pour rendre par exemple la vitesse en mètres par seconde. OK? Bien. Et ZC, donc ZC, c'est le nombre de dents de la crémaillère, c'est le nombre de tours fois ZP. Donc là, on peut multiplier par M, le module, et qu'on va revenir bien sûr au diamètre primitif de la couronne, plutôt diamètre primitif du pignon, et qui va nous donner bien sûr, qui est égal à la course divisée par pi fois M. Ça, on a déjà discuté ça. Donc, il faut retenir par cœur ces formules-là. D'accord? Elles sont très simples, mais il faut les retenir. Donc, pour retenir ça, on va utiliser quelques exercices qui vont nous permettre d'illustrer le plus possible tout ce qu'on a vu. Alors, par exemple, ici, on a un exercice, d'accord? Un exercice qui nous donne le calcul du débattement du pignon. Ah, on donne le module de denture de pignon M égale à 1,5 et le nombre de dents du pignon Z égale à 20 dents, on calcule le débattement, c'est-à-dire l'angle que va faire le pignon pour décrire une course, c'est-à-dire pour faire un déplacement de 60 mm. Et en question B, on va calculer le nombre de dents minimales de la crémaillère pour assurer bien sûr cette course, c'est-à-dire combien de dents on va avoir de la crémaillère pour avoir un déplacement de 60 mm. Pour cela, on va calculer, donc on va rappeler tout simplement la formule, C c'est la course, égale à RP, le rayon de pignon fois θ, égale à le nombre de tours fois pi fois dp, diamètre primitif. Donc on va chercher θ, θ égale à C sur RP, égale à C c'est M fois Z, P sur 2, OK? Parce que MZP, c'est RP, MZP sur 2, c'est ZP sur 2, tout simplement, et qui va avoir θ égale à 60 mm divisé par 1,25 fois 20 dents divisé par 2, ce qui va nous donner un θ qui est égal à 4,8 radians, c'est-à-dire un angle de 4,8 radians pour avoir un déplacement de 60 mm. Bien, donc si je veux calculer le nombre de dents de ZC minimal, on va retenir aussi la formule ZC. Tout calcul fait, ça fait ZC égale à C divisé par pi fois M. Donc ça va nous donner 60 divisé par pi et égal, donc ZC égale à 15,27 dents. Et on va bien sûr minimiser ça
en cherchant bien sûr le nombre de dents minimal, ça va nous donner 15 dents pour avoir un nombre naturel. Bien, alors quelques exercices ici que je vous laisse le temps de les faire. C'est très simple. Il suffit bien sûr d'appliquer les formules qu'on a vues et vous allez avoir tout simplement alors pour un tour de pignon, on apaise c'est le périmètre. On dit que le pignon décrit un périmètre égal à calculer la valeur en mètres de déplacement de la crémaillère pour un tour de pignon, hein. Pour un tour de pignon, c'est tout simplement le périmètre. Donc attention aux unités, toujours les unités, il faut faire attention. 50 mm, il faut la traduire en mètres. Ça fait 0,05 mètres, ou bien ça fait 50 fois 10 puissance moins 3 mètres, qui est égal à bien sûr à 0,157 mètres. OK? Donc c'est très simple. Alors, un autre exercice qui vous demande de calculer la vitesse linéaire Vm d'un point M de la crémaillère, sachant que la fréquence de rotation du pignon est de 100 tours par minute. Donc, tout simplement, on va diviser la course par le temps. Ça fait la vitesse est égale à pi d fois n. D'accord? Pi d fois n. N, c'est la fréquence de rotation de tours par minute. Et bien sûr, pi d, on l'a déjà calculé, c'est le périmètre. Et ça va nous donner 15,7 mètres par minute, qu'il faut diviser encore par 60 pour avoir les secondes. Parce qu'ici, on demande en mètres par seconde, ça fait 0,26 mètres par seconde. Alors, la partie 3 ou l'exercice 3, calcule la vitesse angulaire, cette fois-ci c'est oméga, d'un point A situé sur le diamètre primitif du pignon avec n égale à 100 tours par minute, avec un diamètre du pignon égal à 50 mm. Bien. Donc, la vitesse angulaire, on sait que oméga égale à 2 pi n sur 60 ou bien tout simplement pi n sur 30. On a la fréquence de rotation et on peut appliquer directement la formule et ça va nous donner une valeur de 0,47 radians par seconde. Maintenant, bien sûr, on va passer à un autre type d'exercice relatif au vesicro. Donc, ce sont des sujets qu'on peut avoir sur un examen. Ici, vous avez un sujet qui est constitué d'un système constitué d'un moteur électrique lié avec un train d'engrenage. Et ce train d'engrenage est un réducteur, bien sûr, pas un train d'engrenage, c'est un réducteur qui est composé de deux roues, un engrenage tout simplement, et bien sûr qui est lié le réducteur est lié à une vis bien sûr, et la vis va déplacer la table coulissante à l'aide bien sûr d'une liaison glissière. Donc vous remarquez ici les liaisons qu'on a. On a deux liaisons, deux pivots, une hélicoïdale et une liaison glissière. Vous avez les données ici. La fréquence de rotation du moteur, il tourne à 750 tours par minute. Z1, le nombre de dents de la roue du pignon 1, c'est 20 dents. Là-haut 2, c'est 100 dents. Le filetage de la vis 3, ici, la vis 3, qui va bien sûr entraîner la table, est à deux filets de pas 1,5 mm. Donc ici, vous remarquez qu'il a deux filets avec un pas de 1,5 mm. Il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce qu'on demande ici? On demande de calculer la vitesse de rotation N3. On demande de calculer la vitesse de translation à vitesse linéaire de 4 mètres par seconde, attention aux unités. Si la table fait une course de 60 mm, calculer le nombre de tours de la vis N3, en déduire le nombre de tours effectués par l'arme moteur NM, calculer la durée de cette course en secondes, c'est-à-dire combien de secondes il va effectuer le nombre N3 de tours. Bien, donc ici, comme vous voyez, il s'agit d'un réducteur, un engrenage, on a un engrenage, donc automatiquement ici, on a un rapport R à quoi est égal? Égal bien sûr au Z1 moteur divisé par Z2 récepteur, donc ce qui va nous donner le rapport de réduction. Et une fois on a le rapport de réduction, on sait très bien que le rapport de réduction égale à R égale à N de sortie divisé par N d'entrée. Donc ici, N de sortie, c'est N relatif à 2. Et bien sûr, la vitesse angulaire de 2, c'est la même vitesse de la vis, puisqu'ils sont liés, ils sont solidaires. Si on a la roue, il tourne à N2, automatiquement, la vis, il tourne à la même fréquence de rotation. OK? Donc, on va vous laisser un peu faire une réflexion. Vous essayez d'arrêter la vidéo ici, vous faites les calculs vous-même et après, on va passer à la correction. Bien.
Alors, calculer la vitesse de rotation de la vis 3N3. La vis 3 tourne à la même vitesse que N2 égale à N3 et N1 égale à Nm. Bien sûr, comme on a déjà expliqué, la vis il tourne à la même vitesse. Donc, le rapport N2 sur N1 égale à Z1 sur Z2. Donc, on a le rapport, c'est 0,2 et on va appliquer, bien sûr, N2 égale à R fois N1 et on aura N2 égale à 150 tours par minute. Alors, on calcule maintenant la vitesse de translation de la table coulissante 4. Ici, on demande de calculer la vitesse. Alors, pour calculer cette vitesse-là, donc on sait bien sûr que la vitesse de la table, c'est le nombre c'est la fréquence de rotation n fois le pas, d'accord? Et automatiquement, on a la vis à deux filets, donc automatiquement le pas égale à 2 fois 1,5 fois, bien sûr, 2 filets, 2 fois 1,5 du pas. Et application numérique, la vitesse de la table, attention aux unités, il faut multiplier le pas, il est en millimètres, il faut le rendre en mètres pour avoir les mètres par seconde, et ça va nous donner 0,0375 mètres par seconde. Si la table fait une course de 60 mm, calculez le nombre de tours de la vis 3. Alors, on sait que C égale à N3 fois le pas, donc N3 égale à C divisé par le pas. Et bien sûr, comme application numérique, on va avoir N3 égale à 20 tours. Alors, on déduire le nombre de tours effectués par Nm. Donc, si bien sûr, on a le rapport, donc automatiquement, on calcule, on sait que R égale à 0,2. Donc, Nm égale à N3 divisé par 0,2 égale à 20, etc. Donc, vous aurez la fréquence. Donc, il tourne à 100 tours, le moteur. Bien sûr, puisqu'on a une réduction. Maintenant, on calcule la durée. La durée, on a la vitesse, c'est la course divisée par le temps. Et on a delta t égale à c sur la vitesse. Et on va appliquer ça. Et on trouve une application numérique delta égale à 1,6 secondes. Voilà, donc merci pour votre attention. J'espère